Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Asso et je m'apprête à recevoir aujourd'hui pour cette interview Jean-Marie Muller, auteur du dernier livre Les Émotionautes. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Ambre. Merci d'avoir accepté mon interview aujourd'hui. Alors toi, tu es auteur, penseur contemporain, médium, conférencier. J'ai beaucoup ri en voyant sur ta 4e de couverture que tu es perçu comme un ovni et tu viens de publier ce nouveau livre aux éditions Très Daniel, un guide ultra rapide pour apprivoiser ses émotions. Alors moi, j'ai trouvé super agréable à lire. Il est construit en 10 chapitres, autour desquels tu rappelles évidemment la signification des émotions, avant de te présenter les émotions de base, l'ego. Tu fais le lien avec nos blessures intérieures, puisque ce qui réagit en nous, c'est un cadeau pour soigner nos blessures. Et puis tu termines par un chapitre intitulé « Les émotions en 20 questions ». Alors avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter dans les grandes lignes, te présenter toi, ton parcours, et puis enfin ce qui t'a amené à écrire ce livre sur les émotions? Oh, mais c'est toujours un peu difficile de se présenter parce qu'elle était riche de choses diverses. C'est vrai. On va dire, il y a la tranche de l'enfance. On va dire qu'elle est un peu comme l'enfance de tout le monde, avec ses hauts, ses bas, mais plutôt comme un enfant bien vivant, bien créatif, mais avec des choses, à mon avis, que les autres ont vécues aussi, mais que j'ai en mémoire. C'est vraiment un contact déjà avec ce qu'on appelle, entre guillemets, l'au-delà, avec des êtres de l'autre dimension. Vraiment, ça, c'était très régulier, ça m'est resté très longtemps. Mm-hmm. Voilà, donc de toute façon. Et déjà, je me souviens en tant qu'enfant, j'enseignais. Je parlais au miroir, je disais des choses d'ailleurs que je comprenais des fois pas très bien moi-même, mais je voyais que c'était déjà là. Donc l'idée de parler en public était déjà bien présente. Après, je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai vécu parce qu'effectivement, j'ai fait un apprentissage classique. J'ai des parents qui ont été, en somme, très aimants. On ne pourrait pas dire que voilà. Maintenant, à un moment donné, bien sûr, dans ma vie, je me suis retrouvé vraiment dans l'impasse parce que je ne savais pas comment passer de cette vie à l'autre. C'est-à-dire où j'avais des boulots classiques à quelqu'un qui allait devenir un jour un auteur, qui allait assumer ses côtés médiums, ses côtés thérapeutes, bref. Ça a été très difficile et je voyais comme une résistance, vraiment. Il y avait un côté de moi qui avait juste envie, comme j'étais un très grand timide, j'avais juste envie qu'on me foute la peine. Ça allait pas du tout dans le sens d'être en public tout le temps. Et puis est arrivé vraiment l'alcool, la drogue avec laquelle j'avais déjà des problèmes, comme ma sensibilité, les émotions justement que j'avais des fois ingérables à l'intérieur. Je me suis très vite réfugié dans l'alcool, la drogue, jusqu'à arriver à un moment donné où c'était des quantités telles que j'ai failli mourir plusieurs fois. Puis j'étais dans des états... Voilà, c'est des états intérieurs tellement difficiles à gérer où on se sent vraiment une M. Oui, c'est la recherche de l'anesthésie, anesthésie l'émotion. Coupable de tout et tout ça, et qui a fait qu'à un moment donné, c'est vrai. Et puis en même temps, depuis l'âge de 17 ans, j'ai suivi beaucoup de formations. À un moment donné, j'ai suivi les enseignements bouddhistes. À un autre moment, des choses plus spéciales encore. Aussi, une amie qui était médium, je l'ai suivie pendant un temps, etc., etc. Aussi, vraiment, j'avais hâte de manger un peu toutes ces choses qui étaient pour moi un peu spirituelles ou, comme on dit, ésotériques pour certaines personnes, mais qui, moi, me correspondaient. Et à un moment donné, assez tardivement, après que j'ai pu arrêter du jour au lendemain l'alcool et la drogue et tout ça, et là, j'ai dit, bon, maintenant, tu y vas, tu fais ta première affiche, tu y vas, et je crois un des premiers titres, d'ailleurs, c'est Vous êtes tous médiums, qui était très particulier à l'époque. Maintenant, c'est rentré dans les mœurs, mais à l'époque... C'était vraiment pionnier, ouais. Ouais, et puis les gens, ça les attirait, puis en même temps, certaines personnes, ça les faisait réagir fort. Mais comment tu peux prétendre qu'on est tous médiums, tout ça. Enfin, bref, ça donnait aussi beaucoup de mordants. Et puis c'est peut-être dans ce sens que je suis un peu un ovni, parce que j'ai toujours un angle d'entrée, assez nouveau, peut-être qui remet en question certaines choses. Donc voilà, et comme ça, les gens ne savent pas trop me situer dans quel courant je pourrais être ou pas. Voilà. Mais en tout cas, toujours très observateur de tout aussi.
Et puis toujours, c'est avec beaucoup d'enseignements que je reçois de l'autre monde et qui permet justement de revisiter des choses dans lesquelles on est entré à gauche et puis que peut-être en entrant à droite, c'est intéressant de regarder aussi. Donc de changer de point de vue. Me passionne. Ok. Voilà. Et alors, du coup, qu'est-ce qui t'a amené à écrire ce nouveau livre sur les émotions? Moi, je dois dire que quand j'ai reçu, tu sais, ton communiqué de presse, je me suis dit, oh, encore un livre sur les émotions. Et puis, en même temps, tu vois, dans la polarité, je me suis dit, mais génial, un livre sur les émotions. Bah oui, parce qu'avec ma casquette de thérapeute, forcément, mon travail, c'est de libérer les émotions chez tout un chacun. Donc, dans ton livre, t'invites à changer les habitudes, même les plus simples, les plus ancrées. Là, tu venais de parler de changement de regard. Ça a été quoi l'élément qui t'a dit, ouais, je trouve que tout n'est pas dit sur les émotions encore, malgré la richesse des bouquins sur le sujet? Alors, c'est vrai qu'on peut pas dire, même déjà mon premier ouvrage, j'ai dit, bon, tu vas écrire sur un sujet quand même où il y a beaucoup de choses qui ont été écrites presque depuis un siècle. Les émotions, peut-être un peu moins, mais quand même pas mal. J'ai dit, au lieu de penser en disant, ok, il y a des choses qui ont été écrites, mais je trouvais vraiment, et c'est pas une critique que je fais, mais quand même, souvent on aborde très intellectuellement les émotions et on cite des choses et encore d'autres choses. Ça devient très vite très compliqué. Je trouvais qu'il y a certains livres où on se dit, tiens, mais c'est accessible pas forcément à tout le monde. J'aurais aimé, nouveau, que ce soit extrêmement simple, que n'importe qui puisse vraiment avoir accès à quelques petits trucs, des astuces, et puis aussi de revisiter, parce que pendant longtemps, je vois bien beaucoup de personnes ont une vision négative, et particulièrement des émotions comme la colère et tout ça. J'ai dit, mais cette vision-là amène à souffrir, parce que souvent les gens ils disent, oh mais moi j'ai rien à voir avec ce genre d'émotion, c'est pur, et puis je voyais toutes les solutions complexes, avec des choses très compliquées, comment gérer les émotions. Quand je vois les enfants, les animaux, certains peuples naturels sur la Terre, j'ai dit, mais ça fonctionne pas comme ça. Je veux dire, nous, je crois qu'on a tellement peur de revivre certaines choses qu'on a très intellectualisé les choses. Donc, tout à fait. Moi, j'avais envie, de le rendre accessible. Mais c'est ce qui m'a séduit, Jean-Marie. En fait, tu évoques dès le début de ton livre le constat que personne ne dit rien aux enfants sur la colère, la tristesse, ce que la plupart des gens classent dans la catégorie des émotions négatives, comme tu disais. Moi, j'ai tendance à dire qu'il n'y a pas d'émotions ni positives ni négatives, mais il est vrai qu'il y a des émotions inconfortables. Tu vois, moi, j'ai un petit garçon qui a 4 ans, qui est scolarisé dans la région. Et je vais te dire un truc, j'ai visité 3 écoles avant de faire mon choix. Et j'ai opté pour celle pour laquelle la directrice s'est arrêtée. Déjà, elle lui a posé des questions à lui. Elle s'est intéressée à l'enfant et pas aux parents. Et elle nous a immédiatement parlé du banc des émotions à l'école. Et là, j'ai dit, bingo. Moi, ça vraiment, je trouve ça extra... c'est rare. Alors, je sais pas si c'est rare. C'est ce que j'avais envie de te demander. Moi, j'ai l'impression que depuis, tu sais, toutes les petites stories sur les réseaux sociaux, Facebook, pour pas le citer, souvent, tu as des petites vidéos comme ça qui te montrent ce banc des émotions. Quand l'enfant est triste, les autres ont le droit d'aller le voir, d'aller le soutenir. Au contraire, quand il a envie de se mettre en colère, il y a un autre banc pour pouvoir l'exprimer sans déranger l'enfant, etc. Quelle vision, toi, tu as de ces nouveaux principes d'éducation? Est-ce que tu penses qu'il ne faudrait pas former davantage les professeurs pour pouvoir accompagner les enfants à apprivoiser leurs émotions? Quel conseil tu aurais envie de leur donner? Alors moi, je peux parler beaucoup de ce que j'ai vécu à l'époque, qui a quand même beaucoup changé, faut le dire. On ne va pas dire que c'est un peu à l'ancienne, mais où l'émotion n'existait pas. Mais je trouve qu'on met des choses en place à l'école, mais bien avant les émotions. Moi, je pense vraiment il y a une éducation. Bon, il y a à revoir l'éducation des professeurs eux-mêmes, parce qu'on a aussi une vision de l'émotion. Souvent, si soi-même on est traumatisé par beaucoup de choses, on les a jamais travaillées, c'est très difficile d'inculquer aux enfants. Après, il faut revoir, parce que moi, j'ai un souvenir resté comme ça, parce que le peu d'enfants que j'ai vu, les professeurs souvent, mais tout ce qui est tout de suite colère et tout ça, est tout de suite sanctionné. Mais tu es monstrueux, c'est pas bien de faire ça. Donc, dans l'idée, ça veut dire, non seulement si je suis dans ce genre d'émotion, je suis rejeté, pas aimé, et en plus, on trouve ça monstrueux. Ce qui n'est pas vrai, puisqu'elle exprime quelque chose, cette émotion. Donc, il faudrait plutôt amener les adultes, professeurs, comme les parents,
à éduquer les enfants comme quoi ce qu'ils vivent est juste, mais qu'il faut l'adapter à notre monde, d'accord? Je peux pas, si moi j'ai une frustration, des grosses frustrations, le but c'est pas que j'aille sur la place publique devant un gendarme crier, parce que ça va pas être adapté. Donc on pourrait imaginer pour les enfants la même chose, dire écoute, quand t'as la colère, tu peux sortir un petit moment, mais tu cries dans le coussin. Et oui, tout à fait. Donner des outils, ouais. Je donne la possibilité. Je ne vais pas dire ah c'est mauvais, c'est pas bien. Oui, exclure certaines émotions alors que d'autres ont le droit d'avoir leur place. Je pense évidemment à la joie. Ok. Voilà. Alors, tout au long de ton livre, Jean-Marie, tu évoques nos différentes facettes. Moi, j'ai une image qui me parle particulièrement puisque j'utilise l'hypnose dans mes accompagnements. Et je dis d'ailleurs que nous sommes à l'image d'une boule multifacette avec des facettes qu'on connaît très bien et puis d'autres avec lesquelles on a moins l'habitude de dialoguer ou parce qu'on en a honte, on va avoir tendance à les mettre dans le déni parce qu'elles ont été jugées dans notre enfance. Toi, dans ton livre, tu évoques ces facettes que tu appelles parfois sous-personnalités. À d'autres moments, tu les appelles les archétypes ou des côtés. Par exemple, mon côté enfant ou mon côté professeur ou ma facette parent. Et puis, tout au long de ton livre, tu donnes différents conseils, justement, pour réveiller nos émotions. Alors, en quoi c'est important, d'une part, d'identifier nos différentes facettes? Et puis ensuite, en quoi déployer certaines facettes? Ça permet de réveiller nos émotions. Je dirais que maintenant, disons, dans ce que je vois quand, par exemple, une personne vient chez moi, me montre un peu ses problématiques, je vois ses facettes. Je les vois en action, d'accord? Donc je me dis, à l'origine, mais vraiment de tout ce qu'on vit, vraiment tout, dans les détails, les belles, les moins belles choses, les conflits, et même un accident, sont toujours des facettes qui sont à l'œuvre pour X raisons, d'accord? Donc je me dis, c'est un point central. Et d'ailleurs, si on regarde bien, même dans certaines philosophies, on parle d'archétypes, lotus aux 1000 pétales, mais ça sous-entend ce côté multiple. Mais je pense qu'on a pris ça un peu comme quelque chose de théorique. Mais en réalité, c'est vraiment notre conscience divine, notre âme et notre conscience divine va utiliser ces véhicules-là, ce sont des véhicules de notre individuation, qu'on pourrait dire des expressions de notre individuation, pour, en somme, vivre. D'accord? Donc, certaines sont plus connues que d'autres. L'enfant intérieur, on en parle parce qu'on arrive mieux à le voir, à l'apprivoiser, mais il y en a plein d'autres et on peut les percevoir. Et bien sûr, chacune d'entre elles a plus ou moins d'émotions refoulées. Tu peux nous donner un exemple? Alors, je vais me donner le mien. Comme avec ça, plaisir. Voilà. On parle que de soi. Mais comme ça, c'est simple. Et puis, les gens croient aussi. Moi, j'aime bien être cash. Pendant des années, c'est vrai que moi, vraiment à 20 ans, 25 ans, j'avais l'impression presque d'être déjà un stage, très théoricien et tout ça. Mais dedans, à l'intérieur, il y avait déjà cette partie enfant qui était en furie, donc violence de colère, mais que je montrais jamais. Mais pour pouvoir gérer ça à l'intérieur, c'est-à-dire pour pouvoir l'anesthésier, il fallait déjà boire de l'alcool, il fallait déjà un peu fuir les éléments de la vie, d'accord? Donc, on peut voir que cet enfant avait plein de colère contre un tas de choses, d'accord? Idem, d'ailleurs, l'idée de se responsabiliser, de dire, OK, c'est ma vie, je vais en faire quelque chose, m'horripilait dans tous les sens du terme. Après, j'avais vécu certaines frustrations, encore des événements dans ma vie, d'accord, qui fait que cet enfant avait plein de colère. Mais tant que je ne ressors pas ça, d'accord, ça va affecter mon environnement. Bien sûr. Jusqu'à arriver à un point où je me dis, mais j'étais maudit, parce que j'avais l'impression que tout ce que j'entreprenais dans les 2-3 semaines, tout était, on va dire, des échecs à répétition. D'accord. Même s'il n'y a pas vraiment d'échecs, moi je le prenais vraiment comme des cuisons aux échecs et dans tous les domaines de ma vie, jusqu'à arriver où je me suis dit, il y a même les appareils. Je touchais des ordinateurs qui étaient neufs. Oui, des disjoncteurs, quoi. Et oui, bien sûr. Je disjonctais, j'allais vers le réparateur, il me disait, mais je ne sais pas comment vous avez fait, c'est impossible. et pour finir, je me dis, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui en moi fait ça? Donc on croit tout d'un coup qu'on est maudit ou pas. Non, il y avait juste une facette de moi, mais qui était tellement en colère. Oui. Donc dans la matière, dans ma santé, partout ça se voyait. Et pour l'anesthésie, il fallait un peu toujours plus d'alcool. Oui. Voilà. Et alors du coup, comment tu as fait pour pouvoir réveiller l'émotion enfouie en déployant, justement, en t'autorisant à déployer cette facette-là? Comment t'en as pris conscience?
Bon, parce que aussi, un jour, on rencontre les gens qu'on a besoin de rencontrer dans ça, qui justement avait été en train de créer un enseignement sur les facettes qui me passionnait, d'accord, qui s'appelait Joanne Razan. Elle avait fait ce livre sur les facettes et je trouvais tellement détaillé, tellement bien, j'ai dit voilà, c'est exactement ça. Et il a fallu commencer par le commencement. Quand une partie de nous est pleine de colère, d'accord, eh ben, il faut vraiment, à un moment donné, pas se dire, ah oui, je vais faire un petit coup d'énergie, parce que souvent, j'ai dit, mais la colère, si on voit un enfant, à un moment donné, il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte. Parce que sinon, elle va affecter le corps. Donc, on peut taper sur un coussin, on peut danser à fond et crier. Moi, j'ai changé. J'avais un coussin de méditation, j'ai changé d'affectation. Il était très solide, donc j'ai acheté des raquettes là chez Emmaüs, ces vieilles raquettes en bois pour taper. Et j'ai dit, OK, pendant 2 semaines maintenant, tu sors cette furie. Et je l'ai fait. Génial. Ça a radicalement changé. J'avais déjà 90 kilos, donc je commençais à 25 ans déjà d'avoir un surpoids. Et bien, en 14 jours, j'avais diminué de 14 kilos. Wow. Vraiment intéressant. Émotion, toi. Et bien sûr. Protection. Et par l'observation, je me suis dit pas mal. Et quand je faisais ça à fond, je pleurais après et je sentais que j'étais vraiment comme cet enfant qui est blessé. À chaque fois après la colère. Donc je m'en mitouflais, je me donnais des compliments. J'ai fait ça pendant 14 jours. Alors, c'était pas fini, mais c'était suffisant pour nouveau entrer dans la vie en disant, OK, je vais m'occuper de toi. Parce que c'est ça que les gens oublient, c'est de s'occuper aussi de cet enfant après. Bien sûr. Il y a un corps qui va faire que, en somme, il va lâcher les multiples sabotages que l'ego propose, parce que l'ego, il veut nous protéger. Donc, il dit surtout ne dis rien, ne fais rien. D'accord. Et là, c'est l'inverse. C'est l'âme qui prend le relais en disant ouvre-toi, ose être vrai, montre-toi vulnérable, ose montrer que tu peux avoir de la colère, de la haine. C'est pas quelque chose c'est pas quelque chose d'horrible, c'est quelque chose d'humain. Voilà, parce qu'on a des blessures. Et je trouvais cette vision beaucoup plus belle. Et puis, ça m'a ouvert vraiment l'esprit au niveau des émotions. J'ai dit, il faut vraiment un jour, quand je serai prêt à écrire un livre là-dessus. Objectif atteint. D'ailleurs, tu dis, et ça m'a beaucoup, j'ai beaucoup aimé ta vision de la colère. Tu dis, je cite, la colère a quelque chose de magique quand elle est fluide. Et tu rappelles les rituels des peuples naturels pour expier leur colère. C'est la raison pour laquelle tu conseilles de passer par le corps pour vider ce feu, cette énergie. Tu expliques, d'ailleurs, tu le donnes, ce tips dans ton livre, de taper sur des coussins, d'aller courir, de sauter, de hurler du moment que ça sort. Voilà. Oui. Et tu dis que l'ego, il a peur d'aller dans le corps et que pour cette raison, il a tendance à conseiller les techniques qu'on connaît. Tu parlais tout à l'heure des bouddhistes, etc. Mais de conseiller la visualisation en imaginant sa colère disparaître, par exemple. Toi, tu ne sembles pas en accord avec ça. Pourtant, on dit que le cerveau, il ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. J'aimerais donc ton point de vue là-dessus. Tu penses que ce n'est pas suffisant de faire ça ? De passer par la visualisation? Non. Ce que j'ai pu constater, donc je ne vais pas comparer des techniques, d'accord? Parce que j'ai utilisé aussi les techniques intellectuelles, même pour la méditation. Et je trouve que c'était pas concluant, puisque, par exemple, quand je méditais beaucoup, ça me calmait. Mais dès que j'étais confronté à l'extérieur avec des gens qui avaient nouveau des émotions qui me ressemblaient, donc qui rentraient en résonance, tout de suite ça montait en disant « Ah !» Je sentais le livre monter en moi. J'ai dit « Oh là là, je n'osais plus sortir !» Donc je me suis dit, apparemment, quand je médite, c'est comme un océan, ça me calme, mais le contenu de cette colère reste au fond. D'accord? Donc, après, bien sûr, j'ai eu d'excellents professeurs d'un côté sur ce monde, et les professeurs de l'autre côté sont excellents aussi, et je suis un observateur. Je me suis dit, regarde, observe ceux qui sont encore purs, c'est-à-dire qui n'ont pas trop de cachotterie. À 2-3 ans, un enfant est assez direct. De masque, ouais. Voilà, comment il fonctionne. Comment un chat il fait. Comment mon chat il fait quand il a une émotion. J'ai remarqué que tous les gens faisaient d'une certaine manière. C'est-à-dire, ils utilisent le corps, le son et de la gestuelle. Donc, je me dis, ça doit être la meilleure solution, la plus naturelle. Après, il y a plein de choses qu'on peut faire. Après, j'ai remarqué, qu'est-ce qui m'a poussé d'abord à visualiser, justement, moi je visualisais souvent ma colère qui se dissipe. Alors, il y a une chose en moi
qui m'inspirait à faire ça, et c'est pas forcément les bons côtés. C'est-à-dire le côté qui avait un jugement sur les émotions, qui avait très peur des conflits, choisissait automatiquement quelque chose de statique. Donc la partie en moi qui choisit ça n'est pas forcément bienveillante avec moi, ou du moins elle n'a pas conscience que ça ne va pas me libérer, mais c'est juste une fuite. Mmh. Donc on peut choisir des outils, n'importe quel outil qui peut être merveilleux dans un sens, et puis tout d'un coup pas du tout merveilleux dans un autre. Bien sûr. D'accord. Ouais. Donc j'ai vu que souvent les gens qui choisissaient le côté statique ou de la visualisation avaient très peur d'aller dans le corps avec les émotions. Donc je peux constater que une fois qu'on a un peu plus de confort à aller dans le corps et dans des émotions des fois très fortes, à un moment donné on peut faire des choix un peu différents, mais je trouve quand même qu'il y a un fonctionnement qui est naturel de l'être humain, donc on a besoin de réapprendre. Avant les méthodes, avant les techniques qui peuvent être bien, mais avant il y a un fonctionnement de l'être humain qui va permettre que l'émotion soit fluide tout en respectant les autres personnes. Parce que ça, c'est important. Tu prêches une convaincue, tu sais, en tant que praticienne psychocorporelle, pour moi, le corps, il a une importance qui est essentielle, puisque si on veut changer, si on veut aller vers autre chose, il s'agit d'aller dans le mouvement. Et qu'est-ce qui nous permet d'aller dans le mouvement ? C'est évidemment le corps, bien sûr. Alors, on va faire une courte pause musicale avant de nous retrouver et de nous intéresser maintenant à la peur, une émotion tout aussi désagréable. À tout de suite, Jean-Marie. Et pour cette pause musicale, Ambre, je vous propose de découvrir un artiste actuellement en programmation sur Radio Association. C'est Days There avec son morceau Entangled Entropy. Et on se retrouve tout de suite après. Nous sommes sur Radio Asso et on reprend notre interview avec Jean-Marie Muller autour de son dernier livre, Les Émotionautes, le guide ultra pratique pour apprivoiser ses émotions. Alors Jean-Marie, cette fois, on va s'intéresser de plus près à la peur, une émotion qu'on classe parmi les émotions désagréables, mais tellement utile pour nous protéger. Alors, je te propose d'aborder la peur qui peut prendre différents visages. Tu parles dans ton livre du stress, de l'angoisse, de l'anxiété, de la terreur et j'en passe, qui prend en fait plein de directions. Et puis, bien qu'étant consciente que l'ego nous joue toujours des tours, en mettant sous cloche un grand nombre de peurs,
Je dois dire que j'ai été très étonnée quand j'ai vu tes chiffres. Les chiffres qui soulignent le fait qu'on ne ressent que 5 à 10% de nos peurs réelles. À quoi c'est dû ça, Jean-Marie ? Je pense qu'on est dans une société qui est extrêmement... tout est fait pour anesthésier l'émotion tout le temps, ou alors la stimuler au mauvais moment. Par exemple, avec certaines formes de médias, dans le JT, d'accord, on va vivre un peu des peurs de toutes sortes, très rapides, d'accord. C'est comme si on vivait un peu par procuration, mais à l'intérieur, les peurs, elles sont extrêmement fortes parce qu'on n'a pas non plus été éduqué dans le sens d'y aller, de les vivre, d'en parler, d'accord. Parce qu'en général, c'est très vite fait. Ah oui, t'as peur. Ouais, comme ça, on passe vite à autre chose. C'est très rapide, donc. Ce très rapide pendant des années dans l'éducation va faire que ça se cumule aussi. Donc moi j'ai pu constater, d'ailleurs c'est une des expériences les plus fortes que j'ai fait reliées à la peur, et je me suis retrouvé après bien des années à Paris et je me suis levé à 6h du matin. Et j'ai dit il faut que tu explores une fois les fréquences dans lesquelles les gens ils sont dans le métro à 6h, 6h30 du matin. Et c'était fou, c'est des vagues, des tsunamis de gens qui sont angoissés, qui ont peur, mais à un niveau que je pensais pas du tout. Et donc, après, je comprenais comment on peut vivre comme ça, comment tu as envie de t'anesthésier, etc., etc. Et ça va bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. Donc, effectivement, quand on dit je me sens un peu en insécurité par rapport à l'argent ou des choses comme ça, on rigolait avec mon frère un jour, on s'est dit, tiens, mais quelle ce serait l'intensité? Et puis on s'est amusé dans une salle isolée, bien sûr, à le faire. Et c'est comme si on hurlait à la mort, tellement on avait peur. Donc, entre la petite peur qu'on nous fait croire et c'était là, il y avait un océan de différence. Et ça me fait comprendre pourquoi on va tout faire pour éviter d'être confronté. Regardez un pays d'où je viens, de la Suisse, la sécurité, on s'assure même contre les assurances. On s'assure de s'assurer pour avoir de la sécurité, c'est-à-dire pour ne pas être confronté ensemble à ces peurs profondes qu'on a tous, plus ou moins. Bien sûr. Mais tu le dis très justement avec les enfants. La plupart des enfants qui ont peur, maman, j'ai peur du noir. Tiens, je t'allume la lumière, je te mets une veilleuse, quoi. On éteint la peur, on cherche pas à accompagner du tout l'enfant. Ouais, qu'est-ce qui se passe Et du coup, inutile de te demander si c'est une bonne chose ou au contraire, si cet inhibiteur, ça peut nous mettre en danger. Finalement, c'est encore une histoire d'équilibre. Oui, parce que la peur, à l'origine, elle sert, d'accord ? C'est pas quelque chose de négatif. Mais là aussi, dans certaines philosophies, on a dit la peur est à l'origine de toutes nos misères, tous nos maux, d'accord ? Donc forcément, si on a cette vision-là, il n'y a que cet aspect-là de la peur. Mais elle sert aussi, si j'ai un lion qui s'échappe du cirque là dans le coin, qui est juste dans le village, et si je le vois arriver, la peur va me permettre de courir très vite jusqu'à la maison et de refermer la porte. D'accord ? Donc elle sert. Ou alors quand je suis avec une personne peu recommandable et je suis en train de vouloir faire un projet avec elle, un petit peu de retenue va me permettre d'éviter beaucoup de problèmes. Et croyez-moi, je parle d'expérience, ça m'a coûté des centaines de milliers d'euros et de me faire avoir quand j'avais 25 ans. Donc, c'est des choses, à mon avis, qui sont bien. Maintenant, cette peur qu'on a de tout, qui nous empêche de vivre, qui est là, mais qui nous rend malade, la boule au ventre et tout ça, oui, c'est pas ça. Mais aussi, ça veut dire, puisqu'on parle de facettes, ça veut dire qu'une facette de moi a besoin qu'on aille la chercher en disant, tiens, mais qu'est-ce qui fait que tu as peur ? Et souvent, ça vient de l'éducation. Moi, j'ai eu 2 parents qui avaient sensiblement quand même assez peur de ce qu'est la vie, de toutes les situations inconnues qu'on peut rencontrer. Donc, l'enfant que je suis a été éduqué un peu comme ça, en se méfiant un peu du monde qui n'était pas forcément toujours bienveillant. Bien sûr. Et là aussi, en fait, tu recommandes de bouger pour ne pas se retrouver paralysé par la peur. Alors là, j'ai vu un clin d'œil avec la méthode TRE. Je ne sais pas si tu la connais. Non.
C'est une méthode c'est une approche de David Berceli, qui est un Italien, pour se libérer d'un stress extrême et de tension grâce à des exercices de tremblement corporel. En fait, il s'est remis, tu sais, dans le principe qu'un animal, suite à un fort stress, tu parlais du lion il y a 2 minutes, tu as, je sais pas moi, une antilope qui est chassée par un lion. Une fois qu'elle a réussi à échapper au lion, elle va se mettre à trembler de toutes ses forces pour pouvoir évacuer la peur et on passe à autre chose. Donc, toi, tu conseilles quel type de mouvement pour pouvoir passer à autre chose, traverser, ou en tout cas se laisser traverser plutôt par l'émotion de la peur? Alors moi, plus qu'un mouvement spécifique, c'est plutôt j'essaie d'inspirer les gens à faire du mouvement, d'accord? Moi, j'aime bien l'idée que quand on a peur, souvent on fait, il y a un geste du corps qui est aussi avec le souffle. On fait d'abord, c'est comme si on retenait la respiration. Okay. Et puis donc, la deuxième étape qu'on oublie souvent, puisqu'on reste en apnée pendant des années, c'est directement comme les enfants ils font, ils vont crier, sortir avec le son, et miracle, ça, d'un seul coup, ça diminue la peur et qu'elle vienne largement gérable. Donc ça fonctionne très bien, c'est d'une simplicité enfantine, mais bien sûr ça fait peur aux gens aussi parce que ça fait du bruit, c'est pas beau à voir, c'est pas noble, c'est pas, voilà, c'est juste quelque chose que je trouve génial parce que effectivement moi qui est vraiment un grand timide, donc quand par exemple je dois parler, je vois dès que j'ai plus de 100 personnes dans une salle, il y a plus de peur qui vient. Un élément ou moi que j'estime être plus important. Voilà. Et là, je dis, OK, je vais des fois même avant aux toilettes. Là, je fais, parce que je dois être silencieux, mais je fais avec le souffle. Je sors. Tout à fait. Je vais bouger mes mains, mes pieds comme ça. On n'est pas loin des tremblements, hein, quand même. Et puis, où on sort le son et l'émotion qui va avec, et ça apaise. Mais qu'on retrouve après, dans certaines techniques de sonothérapie aussi. Hein, oui, c'est clair. Ouais. Et puis, la deuxième chose, après, je rentre dans cet état méditatif, c'est-à-dire seulement après où je vais respirer lentement, ralentir le rythme jusqu'à ce que je me sente paisible. Et comme c'est mon enfant qui est vraiment très timide, je lui parle un petit moment. Je lui dis, je suis là. D'accord? On est toute une équipe de choc, un enseignant. je lui montre que finalement, il est bien entouré. Je vois que ça apaise. Ce dialogue, c'est pour ça que souvent, on connaît nos blessures, mais on ne fait rien après. Il faut créer un espace où je lui parle. Je mets la main dans la poche, comme si je lui donnais un peu des fois la main, en disant, allez, viens, on y va. On est prêt. Et tout d'un coup, j'ai encore un peu de trac, bien sûr, mais c'est tout à fait gérable pour être sur le plateau, pour parler. Voilà. Après, les gens, ils ont des fois de la peine à croire que je suis timide, alors beaucoup moins qu'à une époque, mais ça reste un peu quand même encore. Finalement, on retrouve pas mal de méthodes et de l'enfant intérieur, on retrouve des méthodes yogiques, hein, tu sais, c'est vrai que dans la respiration, c'est un des premiers outils qui nous permet en fait de donner le signal au corps que c'est bon, respire, tout va bien. Ok, super. Mais écoute, je te propose maintenant de parler de la joie. Hein. On va aller dans la polarité, voilà, l'autre face de la médaille. Moi, je compte plus le nombre de fois où j'entends des personnes venir me voir pour que je les accompagne. Et quand je leur propose de me donner un objectif prioritaire à la séance, elles me disent moi, je veux ressentir de la joie, je veux être heureux, quoi. Un peu comme si c'était possible de bannir certaines émotions. D'ailleurs, tu précises qu'à trop courir après la joie, on ne la vit pas. Et puis qu'à trop vouloir trouver ce qui nous rend joyeux, on oublie de l'être. Et moi, j'ai beaucoup aimé ça. Tu soulignes aussi que nous avons besoin de toutes les émotions pour être vivants. Et je suis bien d'accord avec toi, y compris les plus bousculantes. Tu dis chacune est une porte extraordinaire et un chemin ultra rapide vers la conscience et la connexion à notre âme. C'est très très beau, Jean-Marie. Est-ce que tu peux expliquer cette métaphore? Comment elle t'est venue? Mais parce qu'à un moment donné, aussi dans mon cheminement, il faut que je me distancie de tout ce qui est émotion dite négative, mais que j'estimais vraiment être négative à l'époque, d'accord? Donc, voilà, pour qu'il reste plus qu'en somme en essence la joie, la paix, etc. Mais plus je faisais ça, plus ça s'inversait, c'est-à-dire plus j'avais de colère et tout ça. Donc je me suis dit, ça fonctionne pas, il y a quelque chose qui va pas. Et là, à nouveau, parce que j'ai toujours été un observateur à divers niveaux, je me disais, mais regarde, les enfants, ils vivent tout. Tout d'un coup, ils hurlent à la mort comme si c'était la fin du monde juste pour un petit truc, mais ils le vivent tellement entièrement que
10 minutes après, ils sont dans totalement autre chose. Ils sont dans la joie, la créativité, le bonheur. Ils dorment bien, ils jouent, ils s'amusent. Ils sont pas dans le passé. Donc je me dis, voilà des êtres parfaits dans ce sens-là, en tout cas. Donc je me suis dit, ce serait bien de s'inspirer. Et puis à la longue, j'étais un peu fatigué d'entendre un peu toujours aussi ces choses. Ah oui, mais vous savez, la joie, mais comme une obsession, parce que je voyais que ces gens n'étaient pas joyeux non plus, tellement ils étaient obsédés, on va dire, par deux choses. Il fallait être dans la joie et jamais de pensées négatives, jamais d'émotions négatives. Je me dis, mais cette obsession-là va pas amener dans la joie et le bonheur, parce que toute obsession, c'est très bien, ça vient des peurs, des blessures qu'on a à l'intérieur. Donc, il restait plus qu'une chose. J'ai dit, tiens, mais le modèle des enfants est bien. C'est-à-dire, admettons, je vais pas bien ce matin, il y a quelque chose qui va pas. Il vaut mieux dire, oh, ce monde de merde, j'en ai marre, voilà, je vais tout plaquer. Mais je le fais tellement bien que je laisse cette partie de moi s'exprimer, parce qu'elle est dans cette souffrance-là, que après, ça va bien. Je peux passer à autre chose, Ouais, je peux passer à autre chose parce que, c'est-à-dire, je ne refuse plus rien de moi. J'accepte que je suis. Alors, bien sûr, le but n'est pas de s'épancher tous les matins sur votre compagne et tout ça. On est bien d'accord. Là aussi, parce que sinon, vous devenez un tyran un peu émotionnel avec les gens. Mais de laisser des espaces. Et moi, je trouve maintenant, je regarde autrement quand je vois même un côté qui peut être frustré ou pas content. Je me dis, mais écoute, c'est normal, tu es sur Terre, tu as des souffrances, tu auras des souffrances longtemps encore, tu auras de la colère, mais tu peux le vivre très différemment et d'une manière que la joie s'installe. Parce que je l'aime aussi, bien sûr, cette joie, et j'aime rire, je ris volontiers. Par contre, effectivement, je peux avoir quelque chose là ce matin, et puis tout d'un coup, 10 minutes, 15 minutes après, de plus en plus, où je suis nouveau dans la joie, et j'ai oublié d'ailleurs de quoi il retournait ce matin. Parce que tout est mouvement, quoi. Oui, voilà. Et je me disais, cette fluidité intéressante qu'on retrouve chez les animaux aussi, vraiment. Et comme je suis avec 3 chats, là, avec ma compagne d'aujourd'hui, je suis entré dans le monde animal, et ces 3 chats m'apprennent beaucoup sur l'émotion, et sur leur intérêt. C'est incroyable. Il y a des choses au stand des nues, je me dis, mon Dieu, mais quel manipulateur ces chats. Et des fois, ils arrivent à nous emballer, mais c'est incroyable. Et puis alors, au niveau de ce qu'ils vivent émotionnellement, ils vivent toute notre gamme aussi, mais par contre, sont très rapides. C'est un vaste sujet, la communication animale. Hein. On pourrait y consacrer une autre émission, c'est certain. Ouais. Là, c'est ma compagne qui est vétérinaire, qui est en train d'écrire d'ailleurs un livre. Sur le sujet, Oui, c'est très intéressant. J'ai souvent entendu personnellement que la joie, c'est l'émotion finalement qui est la plus naturelle chez l'homme. Et il suffit de regarder un bébé. Un bébé, il s'émerveille de tout. Toi, tu précises que nos colères et nos peurs, pour faire le pont avec ces émotions dont on a parlé, elles nous apprennent à mieux nous connaître, qu'elles font partie de nous et qu'elles peuvent même nous guider vers la joie. Tu peux nous donner un exemple de ça? Même si là, tu étais en train d'en parler. Mais Oui. Disons que ce que je constate quand même, sur notre planète Terre, on a beau dire, mais les autres émotions font partie de notre vécu, qu'on le veuille ou non, quoi qu'on ait fait depuis des années, d'accord? Je peux le constater parce que ça fait quand même un bon petit moment que je chemine et que je vois toutes les choses qu'il y a encore à transformer, à expérimenter. Je vois que plus je suis en paix avec ça, avec ces histoires que finalement tu es là sur Terre, mon âme vit dans l'extase, elle vit dans la joie tout le temps, d'accord? Et puis elle n'est pas dans ce plan-là. Donc à ce niveau-là, on est les deux choses à la fois. Mais ici, sur Terre, ma nature humaine va faire que ces émotions, plus je vais être fluide et en paix avec les autres, plus la joie va aussi être là. Et c'est ça qui est juste incroyable, c'est que ce n'est pas en les enlevant ou en pensant qu'on s'est distancé avec elles, mais c'est qu'on les embrasse pleinement. Et je salue ces côtés qui peuvent être en colère, parce que ça me rend service. Par contre, pas d'être un tyran avec les gens, on est bien d'accord, il y a des limites. Oui, d'ailleurs, on retrouve ça dans les philosophies bouddhistes. Tu disais que tu t'y étais intéressé à un moment. C'est vrai, quand on va vraiment à l'intérieur de soi pour aller observer ces parties de nous en souffrance, naturellement, finalement, on peut vite retrouver et se laisser guider vers la joie.
Oui, oui, et puis de toute façon, elles sont là, c'est toutes les autres émotions aussi. Voilà, si je vais dans une partie qui est encore très en souffrance, elle a de la colère, elle a de la tristesse, d'accord. Comme mon ego est constamment en train de juger. Si je me branche sur lui, il passe ses journées à faire ça. Bien voilà. sûr. Mais l'idée, c'est pas d'empêcher tout ça, c'est de pacifier et puis de rendre très fluide tout. Parce que ça va effectivement amener de la joie dans notre vie, la fluidité. C'est ça qui amène plus la joie que de penser que... Voilà. Maintenant, on peut faire aussi un effort dans le sens... par exemple, quand on n'en a pas, je vois, il y a des gens, ils disent, bon, comment faire? Je dis, mais il existe des choses que je trouvais très rigolotes, comme rire exprès, un peu la rigolothérapie, ou je sais plus. Oui, même le yoga du rire. Voilà. Ouais. Mais j'ai quand même trouvé intéressant dans le sens qu'on peut impulser cette énergie et que ça marche. Par contre, si on est déprimé, au départ, c'est une vraie torture de rire. Moi, je voyais. Mais à un moment donné, il y a quelque chose en moi qui me regarde en me disant « T'es complètement malade de faire ça, ça va plus bien dans ta tête ». Je commence à rire de moi et c'est gagné. Et je sors de l'énergie et je commence vraiment à rire. Et oui, parce que tu donnes l'impulsion par le corps qui est interrelié avec notre esprit. Ouais. Oui. Et je trouvais ça bien, c'est-à-dire on peut aussi faire. Ou alors, que si on est vraiment trop plein de frustration, de colère, j'ai remarqué aussi si on la sort bien, si vraiment je prends l'élan, je vais dans ma salle à côté, à un moment donné, la colère étant sortie, je vois très souvent, à la fin, il peut y avoir des pleurs, et puis après encore, tout d'un coup, je retrouve la joie. Ou alors je me fous de moi parce que je trouve que j'étais complètement fou aussi. Donc, d'une manière ou d'une autre, ça va m'amener vers la joie et je peux prendre, les autres émotions, telles qu'on dit négatives, pour y accéder aussi. Parce que des fois... Après la pluie, le beau temps, hein. Oui. Moi, je vois, et tout ce qu'on utilise comme énergie, des fois, pour refouler la colère, va faire qu'on ne peut pas être joyeux. Bien et sûr. une fois qu'elle est bien sortie, exprimée, de toute façon, vous allez retrouver la joie. Mais oui, parce que tout ce à quoi on résiste persiste. Tu en parlais beaucoup tout à l'heure. Quand on est concentré à ne pas vouloir faire sortir certaines émotions dans le corps, forcément, elles s'installent. Et là, c'est un peu notre boulot après, en tant que thérapeute, d'aider la personne à libérer ce qui est resté bloqué, quoi. Absolument. Ok, bon, l'émission va bientôt toucher à sa fin, Jean-Marie. Il y a pourtant tant de choses à dire sur les émotions. On n'a pas eu le temps d'aborder la tristesse, qui est si libératrice et que tu présentes merveilleusement bien dans ton livre. Du coup, on laisse la surprise au lecteur. Et puis, évidemment, on espère que les auditeurs ont beaucoup apprécié cette interview. Moi, j'ai adoré. Tu offrais des tas d'exercices. M'avoir invité. Avec grand plaisir, tu offres plein d'exercices à expérimenter, que ce soit pour cultiver sa joie, pour se libérer de sa tristesse et toutes les autres émotions dont on a parlé. Alors, pour terminer sur une note de partage, déjà, on va te souhaiter énormément de succès, plein de succès dans tes conférences, ce livre et tout ce que tu entreprends. Et puis, on aimerait, je sais pas, si tu as une actu à nous partager avant de nous dire au revoir. Une actu, oui. Et justement, comme... Depuis le Covid, c'est vrai que souvent le présentiel, on a un peu plus de peine. Mais voilà, je vais animer un stage justement qui s'appelle Les Émotionnautes, qui sera consacré pendant 2 jours justement à ce qu'on puisse rendre ça à nouveau fluide, d'avoir conscience des émotions, de pouvoir les explorer. Et puis même si elles disent très difficile, de voir que si c'est pas dans une phase de conflit, ça peut être même drôle et très énergique. Donc ça casse la fatigue, ça donne beaucoup de joie rapidement. Enfin, c'est ça. Génial. Et tu le proposes sous quelle forme ce stage? Alors, ça sera 2 jours en présentiel à Vogelheim, c'est tout près de Colmar, en Alsace. Voilà. Génial, très bien. Alors, de toute façon, on mettra sous l'émission ton site internet pour les auditeurs qui ont envie de te contacter, retrouver facilement ton livre et tes actus. On te souhaite une merveilleuse journée, une superbe continuation. Merci à votre radio aussi. Avec grand plaisir. C'était un honneur de te recevoir sur